Bonjour à tous, comme promis, un tout petit cours sur le théâtre, histoire de retenir au moins l'essentiel, si j'ose dire. Donc le théâtre est un genre littéraire qui se distingue des deux autres grands genres, qui sont le roman, que vous connaissez plutôt bien, et la poésie, que vous pensez bien connaître, et qui est caractérisé par une double communication. Évidemment, le théâtre est un texte lu, mais il est avant tout écrit dans le but d'être présenté sur scène devant des spectateurs. Ce que contredira Musset évidemment en 1832 avec spectacle dans un fauteuil. Donc, le théâtre comme forme littéraire est un genre très vaste. Traditionnellement, on distingue trois sous-genres théâtraux, qui sont la tragédie, la comédie et le drame, chacun obéissant à des règles particulières, et comme vous l'imaginez, comme c'est toujours le cas en français, il y a évidemment encore des caractéristiques particulières, des sous-genres, le drame romantique, etc., etc., etc. On ne verra pas tout ça là, mais je vous invite à faire des recherches. Grâce à Molière, le sous-genre que vous connaissez le mieux, c'est la comédie classique. Alors, née dans l'Antiquité, elle voit son apogée au XVIIe siècle, mais elle est très largement inspirée d'un théâtre d'improvisation du XVIe siècle, est né au XVIe siècle en Italie, qui s'appelle la Commedia dell'arte, voilà, qui est un peu bouffonnerie, avec des personnages très caricaturaux. Elle est souvent inspirée de sujets espagnols. D'ailleurs, Victor Hugo, au XIXe, continuera à s'inspirer de sujets espagnols dans certaines de ses pièces, qui ne sont d'ailleurs pas forcément des comédies. Elle est écrite soit en vers, soit en prose, contrairement à la tragédie qui, elle, ne serait écrite qu'en vers. Et ça, c'est important. Les comédies se ressemblent, car il s'agit d'histoires d'amour contrariées avec un dénouement heureux. Si vous voulez, c'est un peu le petit téléfilm sans prétention, avec Brenda qui rencontre Brandon, c'est pas possible, et à la fin, ça l'est. Alors, la tragédie, c'est le combat contre la fatalité. Voilà. C'est un genre qui remonte au théâtre grec antique, et contrairement à la comédie qui peut mettre en scène tout un tas de personnages, elle met en scène des personnages de rang élevé. Et elle se dénoue très souvent par la mort d'un ou de plusieurs personnages qui étaient condamnés, en fait, dès le début de la pièce. Donc ça a été considéré comme le genre théâtral noble, Racine, Corneille au XVIIe siècle, pour principale référence. Giraudoux reprendra ces thèmes, évidemment, et d'autres qu'on pourrait citer. Et c'est d'ailleurs par rapport à ça que certains imaginent, je ne sais pas qui dit vrai ou pas, mais que Corneille écrivait les comédies de Molière, ne pouvant pas écrire en son nom propre autre chose que des tragédies. Là aussi, je vous laisse faire vos propres recherches. Alors maintenant, parlons du drame, qui met en scène des personnages réalistes, qui sont unis dans le malheur, évidemment. Quand on entend drame, on entend dramatique, on est loin de penser qu'ils sont en train de faire la fête, mais il peut y avoir des éléments de comique dans le drame. Ils sont unis par un même malheur. C'est tragique, mais l'issue, on le verra dans certains drames, n'est pas forcément catastrophique. Alors attention, je vous mets en garde, parce que souvent on confond les mots, on les utilise à tort à travers. Oh, c'est tragique, c'est un drame dans la vie, voilà. Sauf qu'au théâtre, le tragique n'est pas présent dans le drame, même s'il se peut que la fin ne soit pas heureuse. En fait, ce qui différencie le drame de la tragédie, c'est l'idée d'un destin qui pèse sur les personnages, d'un destin auquel ils ne peuvent pas échapper. Dans la tragédie, le personnage est condamné. Il ne peut rien changer à son avenir. Tout est écrit d'avance. Alors que dans le drame, même si tout semble compromis, il peut y avoir un événement heureux et les choses peuvent s'arranger. Alors, comme toute œuvre, le théâtre a une structure. L'action dramatique donne à voir au public le déroulement d'une intrigue. Il y a toujours une intrigue, comme pour un film, comme pour un... Enfin, toujours. Comme souvent, dans un livre, etc. Et donc cette intrigue, elle est composée de toutes les péripéties qui font progresser l'action ou qui la ralentissent. Traditionnellement, cette crise qu'est l'intrigue, elle se déroule en 3 temps. 1. La scène d'exposition. Alors on dit qu'on la trouve au plus tard dans le premier acte, mais généralement c'est dans la première scène et les scènes suivantes. On découvre les personnages principaux. En même temps, on comprend ce qui va se passer, ça éclaire le public. En réalité, sur tout ce qui va permettre
de comprendre cette intrigue, la mise en place de l'intrigue. On est où, quand, avec qui, etc. Donc ensuite, dans la structure, vous trouvez évidemment le nœud de l'action, ou nœud dramatique, qui est le moment où les personnages se trouvent confrontés au conflit exposé dans le premier acte. Et évidemment, il va falloir des péripéties et un coup de théâtre, ou plusieurs, pour que les choses se résolvent. Donc le dénouement, c'est évident. Généralement, c'est dans les dernières scènes, sinon, si on connaît la fin, le fameux spoil là, que vous aimez tant utiliser, on n'a plus très envie de voir la suite de la pièce. Il est heureux ou il est malheureux. Il apporte enfin toutes les informations qui faisaient défaut. Et il répond à toutes les questions qui avaient été soumises dans la scène d'exposition. Donc il permet de résoudre le nœud dramatique, il dénoue, donc dénouement, nœud, dénouement, même famille. C'est plutôt simple à comprendre. Donc à partir du moment où je vous parle de théâtre, je suis obligée de vous parler de la règle des 3 unités, cette fameuse règle contre laquelle les dramaturges modernes se battront, avec pour chef de file Victor Hugo. Je vous laisse chercher la bataille d'Hernani. Donc le théâtre classique, il voulait faire coïncider au maximum le temps de la représentation et le temps d'histoire, l'espace scénique et l'espace dramatique. Et c'est pour cela qu'il y a eu la mise en place de cette règle des 3 unités. Cette règle des 3 unités, elle était simple. Une unité de temps, une unité de lieu et une unité d'action. Simple, mais contraignante. Parce qu'il fallait que ça se passe en 24 heures, dans un seul endroit, avec une seule intrigue à résoudre. Donc le temps et l'espace au théâtre sont différents. Il est évident que le temps consacré à la représentation théâtrale ne peut pas totalement se superposer avec le temps du déroulement de l'intrigue. C'est pourquoi on a parlé tout à l'heure de ce que les auteurs classiques ont instauré, c'est-à-dire l'unité de temps qui est cadrée en 24 heures. Les actes représentent les moments essentiels de l'action. Les entr'actes marquent les pauses pendant lesquelles le temps de l'intrigue continue à se dérouler. Et des indices permettent alors aux spectateurs de se rendre compte de l'écoulement du temps, par exemple l'alternance jour-nuit. Il ne faut pas non plus confondre l'espace dramatique et l'espace scénique. Vous vous rendez bien compte qu'une fois dans votre fauteuil, on peut vous transporter dans n'importe quelle ville du monde sans que vous ayez bougé. C'est évident. Ce qu'il y a également de très caractéristique dans le théâtre, c'est son vocabulaire. Alors nous allons apprendre plusieurs définitions. La première, c'est bien entendu celle de la scène, qui est l'endroit où jouent les acteurs. Les coulisses, qui sont les espaces cachés autour de la scène et dans laquelle on peut trouver parfois des souffleurs, mais aussi toute la machinerie qui peut être mise autour d'une pièce de théâtre. Et puis, les spectateurs se trouvent notamment dans le parterre, qui est l'ensemble des places situées derrière les fauteuils d'orchestre. En fait, une salle, elle est italienne, est divisée de diverses façons. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de considérer que pendant un temps, les gens étaient debout dans le parterre et que certaines personnes, pour être assis sur scène, payaient. Voilà, ça ne se fait plus aujourd'hui, mais ça a été le cas. Donc évidemment, pour écrire une pièce, il faut un auteur. Au théâtre, on l'appelle un dramaturge. Pour que la scène soit mise en scène, il faut un metteur en scène, donc qui va gérer tout ce qui ne fait pas partie du texte, en respectant d'ailleurs les indications appelées didascalies fournies par le dramaturge. Pour qu'il y ait une pièce de théâtre, il faut qu'il y ait des comédiens qui vont jouer le rôle de personnage. Il faut qu'il y ait des techniciens qui vont gérer toute la partie technique autour, les costumes, les éclairages, les machinistes. Et évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait des spectateurs, puisque le but premier du théâtre, c'est quand même d'être joué devant un public. Alors, un des éléments caractéristiques du théâtre, c'est la présentation de son texte, puisqu'il est composé d'échanges de répliques, avec parfois en italique des didascalies, qui sont des indications scéniques pour permettre au metteur en scène de jouer la pièce comme l'auteur le souhaitait. Alors une longue réplique s'appelle une tirade, et lorsqu'un personnage parle à part, on parle d'un aparté, à part, aparté,
Donc il ne parle pas à un autre personnage sur scène, mais soit à lui-même, soit directement au public en le disant, et ça peut souvent provoquer donc des effets comiques, comme vous pouvez l'imaginer. Donc pour poursuivre dans le vocabulaire, le dialogue, c'est évidemment un dialogue, vous savez ce que c'est, hein, c'est un échange de répliques. Et un monologue, c'est une longue tirade qui est dite par un personnage qui s'adresse à lui-même. Il permet de faire le point sur la situation de la pièce, généralement. Alors, au théâtre, il y a un élément qui est très important, qui est un procédé qu'on appelle le quiproquo. Et ce quiproquo, il consiste à créer une confusion, notamment en faisant passer un personnage pour un autre, aux yeux d'un des protagonistes. Par exemple, on pense que c'est une étrangère que personne ne pourra épouser, du coup, et c'est très compliqué parce que le père ne voudra pas que le fils l'épouse, alors qu'en réalité, c'est la fille d'un noble, etc., etc. Je vous laisse deviner de quelle pièce je parle. Voilà, c'est un procédé qui est très présent dans le théâtre classique. Donc, on va ensuite parler de la stichométie, des stichométies, donc des répliques très courtes, qui peuvent même parfois être violentes, hein, qui sont composées parfois même d'un seul vers, et qui donnent un rythme soutenu à la pièce. Donc ensuite, il y a le fameux coup de théâtre, qu'on utilise dans la vie de tous les jours d'ailleurs, c'est un sacré coup de théâtre, etc. Donc c'est la péripétie inattendue, qui constitue un renversement de situation, créant un effet de surprise, ou pas d'ailleurs pour le public. Parce que parfois on s'attend un peu au retournement, mais en tout cas, c'est censé être totalement inattendu. Donc le procédé précis s'appelle le Deus ex machina, donc le dieu sorti de la machine, hein, la machine qui était cet élément qui descendait dans le décor du décor et qui venait émerveiller les spectateurs. Aujourd'hui, évidemment, une fois qu'on a vu X-Men, on n'est plus surpris, mais à l'époque, c'était quand même incroyable de voir quelque chose descendre comme ça du haut de la scène. Et donc, c'est l'intervention d'un être surnaturel qui résout comme ça, de façon miraculeuse, une situation qui, normalement, n'aurait jamais dû pouvoir se résoudre. Alors, on va terminer avec le théâtre dans le théâtre, hein, qui est un cas qu'on ne retrouve pas dans toutes les pièces, mais pour résumer simplement, c'est quand à l'intérieur d'une pièce de théâtre, on joue une pièce de théâtre, comme au début, par exemple, de Cyrano de Bergerac. Alors bravo, vous êtes arrivé au bout de ce petit cours sur le théâtre, je dis bien petit cours, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, et sur chaque élément, et sur chaque sous-genre, et donner des exemples, et parler des grands auteurs, et de chaque époque, et de l'histoire, et de pourquoi, et de tout cela. Donc vous voyez que vous avez un vaste champ de recherche devant vous afin de devenir des grands spécialistes du théâtre de chaque époque, parce que là on a quand même surtout parlé du théâtre classique. Je vous souhaite donc de bonnes lectures, de bonnes recherches, et je vous dis peut-être à bientôt.